On ne sait même pas exactement ce qu'il y a dedans, pourtant on en consomme des milliards de litres chaque année. Coca-Cola a vendu seulement 25 bouteilles sa première année. Aujourd'hui, plus d'1,9 milliard de la boisson Coca-Cola est consommée chaque jour dans le monde. C'est présent dans plus de 200 pays, c'est l'une des marques les plus reconnues de la planète. Et aujourd'hui, on va comprendre pourquoi et surtout comment une simple recette de médicaments est devenue la boisson la plus populaire de l'histoire moderne. Pour mieux comprendre le phénomène, je me suis rendue directement sur son lieu de création. Au World of Coca-Cola à Atlanta, aux États-Unis. Alors tout commence en 1886, avec un pharmacien, John Pemberton. Il veut créer un médicament contre la fatigue, les maux de tête et les troubles nerveux. Il est important de rappeler qu'à cette époque, l'Amérique est obsédée par les boissons miracles. Les pharmaciens vendent des remèdes contre la fatigue, la dépression, les troubles nerveux, les migraines. Ils fabriquent ce qu'on appelle des toniques médicaux. La formule de Pemberton contient de l'extrait de feuilles de coca, car oui, à l'époque, Coca-Cola contenait une petite quantité de cocaïne, ce qui a été retiré dans le début du XXe siècle. De la noix de cola, ce qui est une source de caféine, du sucre et de l'eau gazeuse. Et il vend ça à la fontaine de sa pharmacie. Ouais, à Jacob's Pharmacy. Le résultat, seulement quelques verres sont vendus par jour, et la première année, environ 25 bouteilles sont vendues. Donc rien d'exceptionnel. C'est ce qu'on peut appeler un échec commercial. Et Pemberton meurt pauvre en 1888. Et c'est là que l'histoire commence vraiment. Le vrai cerveau derrière Coca-Cola n'est pas Pemberton. Et le vrai tournant ne vient pas du produit. Il vient d'un homme, Asa Griggs Candler. Il rachète la formule pour presque rien, et il comprend une chose fondamentale. Le produit n'a pas besoin d'être révolutionnaire, il doit être omniprésent. Il ne vend plus qu'un simple médicament, il vend une boisson rafraîchissante, une énergie, un moment de plaisir. Candler lance l'une des premières stratégies marketing massives des États-Unis, les coupons gratuits. C'est une première grande campagne d'échantillonnage. Il inonde les pharmacies d'objets promotionnels comme des horloges, des calendriers, des balances de pharmacie. Il y a de la signalétique, donc des affiches de partout, et la marque devient omniprésente. Il comprend un truc fondamental. Ce n'est pas la recette qui compte, c'est la répétition. À une époque où la publicité moderne n'existe presque pas, il grave le nom Coca-Cola dans la tête des gens. Et surtout, il transforme le positionnement. On passe de tonique médicinale à boisson rafraîchissante pour tous les jours. Et c'est ce changement de perception qui change tout. Je me coupe 2 minutes juste pour te demander de t'abonner. C'est totalement gratuit, ça te prend juste 2 secondes et ça m'aiderait beaucoup pour développer ma chaîne. Alors merci à toi et je te laisse avec la suite de la vidéo. La fameuse formule secrète. Officiellement appelée Merchandise 7X, la recette serait conservée dans ce coffre-fort ici même à Atlanta, au World of Coca-Cola, dans cette salle dédiée au mythe. Il y a toute une mise en scène autour du coffre et le guide nous a même d'ailleurs expliqué que la recette aurait voyagé jusqu'en Angleterre dans ce coffre. Right in front of you is the vault that holds and secures that secret recipe for Coca-Cola. Mais marketingment parlant, le secret n'a pas vraiment besoin d'être vrai. Il doit être intriguant. Et soyons honnêtes, aujourd'hui, avec la chimie moderne, des entreprises savent reproduire le goût. Puis au final, il y a juste à regarder les ingrédients derrière la bouteille, non? Alors pourquoi maintenir ce mythe? Tout simplement parce que le mythe crée de la rareté, de la légende, de la fascination, de la discussion, une impression d'héritage. On ne parle pas juste d'un soda, on parle d'une recette quasi légendaire. Coca ne vend pas une recette, il vend une aura. Le storytelling transforme un produit banal en icône culturelle. Je voulais vous parler d'un élément rarement mentionné. Coca-Cola ne fabrique pas toutes ses bouteilles. Ils inventent très tôt un modèle d'embouteillage franchisé. La société mère vend le sirop et les partenaires locaux l'embouteillent. Le résultat, c'est qu'il y a une expansion plus rapide, il y a peu d'investissements industriels directs, le risque est partagé et le contrôle de la marque est centralisé. Et ça, c'est un modèle d'expansion redoutablement efficace. Aujourd'hui encore, le groupe s'appuie sur des embouteilleurs tels que Coca-Cola Euro-Pacific Partners. En 1915, problème. Le marché est envahi de copies. Il y a des imitations de partout, des faux Coca-Cola. Alors la solution, c'est de créer un design impossible à confondre. Alors il lance un concours pour créer une bouteille unique. Et c'est la Root Glass Company qui crée la bouteille contour iconique. L'objectif marketing derrière ça, c'est d'être reconnaissable dans le noir et même cassé au sol.
Et ça, c'est du pur branding. C'est très intelligent, même sans étiquette, même sans logo, tu reconnais la marque. Et aujourd'hui encore, cette silhouette est l'une des plus reconnues dans le monde. Donc on peut dire qu'une silhouette vaut plus qu'un slogan. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le président de Coca-Cola, Robert Woodruff, prend une décision historique. Il promet que chaque soldat américain pourra boire un Coca à 5 ou 5. Il promet que chaque soldat américain pourra boire un Coca à 5 cents, où qu'il soit. Alors Coca-Cola installe 64 usines près des fronts des zones militaires. Et c'est comme ça que Coca-Cola entre en Europe, en Asie, en Amérique latine. Et c'est un symbole du capitalisme américain. Après la guerre, les usines restent. Et donc Coca-Cola est déjà implanté partout. Ils deviennent mondiaux. Alors c'est pas juste une expansion commerciale, c'est une implantation stratégique. Coca devient synonyme d'Amérique. Donc ils n'ont pas exporté une boisson, ils ont exporté le rêve américain. Chez Coca-Cola, le marketing est tellement boosté que le Père Noël lui-même doit sa couleur rouge à la marque. Coca-Cola n'a pas créé la légende du Père Noël, mais la publicité Coca-Cola a joué un rôle majeur dans la construction du personnage jovial que nous connaissons tous aujourd'hui. Le Père Noël, ce grand homme joyeux, au costume rouge, avec une barbe blanche, n'a pas toujours eu cette apparence. En réalité, beaucoup sont surpris d'apprendre que pendant des siècles, il a été représenté de multiples façons. Soit comme un homme grand et maigre, ou comme un tout petit lutin avec une allure un peu inquiétante. La transformation emblématique du Père Noël version Coca-Cola a eu lieu en 1931, lorsque l'entreprise a fait appel à l'illustrateur originaire du Michigan, Haddon Sundblom, pour collaborer avec lui sur une campagne de Noël. Et donc représenter un Père Noël chaleureux et bienveillant dans ses publicités de Noël. Pour s'inspirer, Sundblom s'est tourné vers un poème de 1823 de Clement Clark Moore, A Visit from St. Nicholas. La description de Saint Nicolas par Moore a conduit à l'image d'un Père Noël chaleureux, jovial, souriant, rond, une représentation qui allait marquer durablement l'imaginaire collectif. Et le Père Noël en rouge et blanc devient populaire mondialement. Est-ce que Coca-Cola a inventé le Père Noël rouge? Non, mais ils l'ont standardisé visuellement. Ils ont fixé son image moderne. Ils se sont associés à une émotion universelle, la magie de Noël. Ils ont associé Coca à la famille, la chaleur, la générosité, la magie, et ça, c'est du génie émotionnel. Coca ne vend plus une boisson, il vend un moment familial. Le rouge Coca-Cola n'est pas un hasard. Le rouge stimule l'appétit, l'énergie, l'urgence, il attire l'œil en rayon, et le blanc apporte de la pureté, la simplicité. Et cette combinaison est restée stable pendant plus d'un siècle. Et leur communication est toujours la même. Du partage, des sourires, des amis, de la famille, du soleil, de la musique. Des campagnes iconiques comme Open Happiness ou Share a Coke. En 2011 d'ailleurs, Share a Coke imprime des prénoms sur les bouteilles. Et ça a pour résultat une expansion des ventes. Pourquoi? Parce que le produit devient personnel. On n'achète pas un soda, on achète une version de soi. C'est ce que Coca-Cola propose. Mais qu'est-ce qui se passe en 1985? 99 ans après sa création, Coca change sa recette et il lance le New Coke. Ils veulent battre Pepsi sur le goût. Pour les tests à l'aveugle, ça fonctionne, mais en réalité, c'est une catastrophe. Les consommateurs se rebellent, ils envoient des lettres, ils appellent, il y a de la colère. Et la marque réalise alors quelque chose. Les gens ne sont pas attachés au goût, ils sont attachés à l'identité. C'est-à-dire que les gens n'achètent pas Coca-Cola pour le goût qu'il a, mais pour l'identité que ça représente. Alors la marque relance le Coca-Cola classique. Et là, les ventes explosent. Donc cette polémique a renforcé l'attachement émotionnel. Votre commande est prête. Une salade niçoise et un Coca-Cola. Avec tout ce que j'ai déjà dit, tu vois déjà, tu le comprends déjà, Coca ne vend pas une boisson, c'est bien plus que ça. Et je vais continuer ce que je suis en train de te dire en te parlant des sponsors. Si Coca-Cola est devenu un géant culturel, c'est pas uniquement grâce à la publicité classique. C'est aussi grâce à l'association stratégique au moment de fortes charges collectives, ou en d'autres termes, le sport. Il n'existe rien de plus puissant que le sport. Coca-Cola est partenaire de la FIFA depuis 1974. Ils sont également sponsors officiels de la FIFA World Cup. Et pourquoi tout ça c'est colossal? Parce que la Coupe du Monde, c'est rien d'autre que l'événement sportif le plus regardé au monde. Il y a des milliards de spectateurs, c'est une audience émotionnelle maximum, il y a des souvenirs générationnels. Donc Coca ne met pas juste son logo sur un panneau. Ils activent des campagnes publicitaires globales, des bouteilles d'édition limitée, des fan zones, des expériences digitales interactives. En fait, ils ne sponsorisent pas l'événement, ils s'intègrent dans le rituel. Et c'est ça qui est intéressant de retenir. Ils sont pas juste là pour faire joli ou pour promouvoir leur boisson. Ça va bien plus loin que ça. En faisant ça, ils font partie intégrante de l'événement. Coca-Cola est aussi partenaire des Jeux Olympiques depuis 1928.
C'est l'un des plus anciens sponsors de l'histoire moderne. Pourquoi les Jeux Olympiques? Parce que les JO incarnent le dépassement de soi, l'unité mondiale, l'héroïsme, la diversité. En fait, c'est des valeurs parfaitement compatibles avec le storytelling de Coca finalement. Chaque édition devient une plateforme mondiale pour renforcer leur image de marque. On a parlé de FIFA, de la Coupe du Monde, des JO. Il faut savoir que Coca a également sponsorisé la NBA, l'UEFA, le Tour de France, des compétitions locales sur tous les continents. Et en fait, il y a une stratégie clé derrière tout ça. Être présent partout où l'émotion est intense. Quand quelqu'un célèbre une victoire, il a souvent un Coca à la main. Ça, c'est du conditionnement émotionnel à l'échelle du monde. Alors, vous avez vu la place qu'a Coca-Cola dans les événements sportifs. Le sport crée des pics d'émotion, mais la musique, elle, crée une identité. Et ça, Coca-Cola l'a compris très tôt. En 1984, Coca signe un partenariat géant avec Michael Jackson. À l'époque, c'est l'artiste le plus influent du monde. Donc le résultat de tout ça, de cette collaboration, c'est une association à la modernité, c'est une connexion avec la jeunesse. Coca se donne une image pop et dynamique. Coca collabore ensuite avec Beyoncé, Dua Lipa. En fait, l'objectif là, c'est de rester culturellement pertinent. La marque ne veut jamais être perçue comme trop ancienne. Toujours dans le monde de la musique, il faut savoir que Coca-Cola a lancé dans plusieurs pays des concours musicaux, des tournées sponsorisées, des festivals. En fait, ils ne se contentent pas de sponsoriser, ils créent des expériences. Et la stratégie derrière ça, c'est d'associer Coca à la fête, la danse, les amis, l'été. Avant même l'ère du digital, Coca était déjà un géant du divertissement. Dans les années 30-50, Coca sponsorise des émissions radio entières. Puis à la télévision, ils financent des programmes, ils intègrent leurs produits dans des décors, ils deviennent une présence naturelle. En fait, ce que Coca a fait, c'est qu'ils ont compris avant tout le monde que la répétition médiatique crée l'habitude mentale. Maintenant, les gens voient Coca-Cola partout. Et je le rappelle en début de vidéo, l'importance pour eux, c'était l'omniprésence. Je vais aussi vous parler des placements de produits. Car Coca-Cola, c'est l'une des marques les plus visibles dans le cinéma. Dans les films, les séries, les sitcoms, le produit devient un décor. Et donc c'est normal. Et c'est ça en fait qu'il faut retenir. Le marketing invisible, c'est souvent le plus puissant. Quand c'est inséré de manière naturelle, ça devient presque normal pour les gens. Et c'est là toute la puissance de ce marketing. Et aujourd'hui, Coca-Cola a aussi une de ses forces, c'est son évolution et son adaptation. Parce que maintenant, on peut parler de campagnes interactives, de QR codes sur les bouteilles, des campagnes TikTok. En fait, ils adaptent leur marketing à chaque génération. La marque réussit à rester moderne sans changer son ADN. Et ça, c'est fort. Aucune marque mondiale n'échappe aux critiques. Et Coca a dû en affronter certaines. Comme par exemple les accusations liées à l'obésité, la pression sur le sucre, les critiques environnementales, la gestion de l'eau dans certains pays. Et on va parler de leur réponse produit. Parce que cette réponse produit crée de la diversification. Par exemple, ils développent Coca-Cola Zéro. Donc un Coca-Cola sans sucre, sans calories. Et le positionnement derrière tout ça, même goût, moins de culpabilité. Et finalement, ça fonctionne. La marque se diversifie tout en gardant une image positive. Par rapport au l'eau, il faut savoir que Coca investit aussi dans l'eau, avec par exemple Dasani. Il rachète Costa Coffee, il développe des thés, des jus, des boissons énergétiques. Donc Coca n'est plus un vendeur de soda. C'est une enseigne mondiale de boissons. Depuis quelques années, Coca-Cola a pris un virage environnemental. Face aux critiques sur le plastique, ils s'engagent sur le recyclage. L'objectif, c'est d'avoir des bouteilles 100% recyclables. Ils investissent dans l'économie circulaire. Mais bon, qu'on y croit ou non, la stratégie est claire. Protéger la marque sur le long terme. Coca-Cola, c'est des dizaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. C'est aussi plus de 500 marques. Tu connais sûrement Fanta, Sprite, Schweppes, Tropico, Fusti, Minute Maid, Innocent. Oui, toutes ces marques appartiennent à Coca-Cola. Ils ont des milliers de partenaires d'embouteillage et des millions de points de vente. Ici, vous avez toutes les boissons de la marque. On peut également parler de leur logistique. Il faut savoir que dans certains villages reculés, il est plus facile de trouver un Coca que de l'eau potable. Pourquoi ? Parce que Coca-Cola a optimisé sa distribution pendant plus d'un siècle, ils ont construit un réseau local mondial, ils ont perfectionné leur chaîne d'approvisionnement. C'est quand même fou de se dire ça. Ils ont aussi réussi à développer un vrai avantage compétitif. Ce n'est pas la recette, ce n'est pas le goût, c'est la distribution, la marque, l'association émotionnelle, la présence constante. En fait, Coca, c'est devenu une habitude mondiale. Et une habitude, c'est extrêmement difficile à déloger. Ce que je veux dire par là, c'est que la marque, elle est vraiment ancrée. Elle est ancrée dans l'esprit de ses acheteurs, ancrée dans l'esprit des gens mondialement. Je pense que tu l'as compris maintenant, Coca-Cola ne domine pas grâce à sa recette. Il domine parce qu'ils ont maîtrisé plusieurs choses, et je vais les citer ici. La distribution massive, l'omniprésence visuelle, l'association émotionnelle constante, la cohérence visuelle, la cohérence de la marque sur plus de 100 ans avec un storytelling entretenu, la répétition obsessionnelle, on ne boit pas du coca pour le goût,
On en boit pour un souvenir d'enfance, un moment social, une pause entre amis, un barbecue d'été, un cinéma. Coca-Cola est devenu plus qu'un produit, ce n'est même pas une boisson, c'est un symbole culturel. Et la vraie leçon maintenant pour toi, c'est que si ton produit ne se vend pas, ce n'est probablement pas le produit le problème. Et ça, j'en parle souvent quand j'accompagne mes clients, mais c'est l'histoire que tu racontes autour, ce qu'on appelle le storytelling. Ce n'est pas ton produit qui te rendra riche, c'est l'émotion que tu arrives à y attacher en fait. Alors voilà, tu sais maintenant comment une recette de pharmacie vendue 25 bouteilles la première année est devenue une machine mondiale, consommée 1,9 milliard de fois, presque 2 milliards de fois par jour grâce au marketing. Alors merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a plu, abonne-toi pour en voir plus et like-la, ça me fera vraiment plaisir et ça m'aiderait beaucoup à développer ma chaîne. Je t'invite à me dire ce que tu en as pensé en me laissant un commentaire et n'hésite pas à aller voir la description. Là-bas, tu retrouveras tous mes liens pour me suivre et pour te développer toi également pour réussir dans ton business. Et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous!